Très bien. Bonjour à tous. Salle pleine. On commence avec une toute petite minute d'avance. Bonjour, mon nom est Éric Dommage. Mon métier est de gérer une ressource rare, le temps. Je distribue et je reprends la parole. On a 45 minutes pour évoquer un sujet facile. Vous allez voir, ça va aller tout seul. La réglementation et les chamboulements géopolitiques. Ça va avoir 45 minutes, ça va aller tout seul. Nos invités aujourd'hui, Thierry Auger, qui est au fond, député CIO et CSO Lagardère. Farid Elikout qui est dans l'avion, qui va peut-être arriver, donc il est dans le coin, il va arriver. Et Marie-Céla Pellegrin-Baumel, CSO de l'OFS. J'existe pas. J'en viens à toi. Et Raina Strombuskaya. 1 minute chacun pour vous présenter rapidement. Thierry, rapidement, pour nous dire un peu où t'en es, d'où tu viens et où tu vas. Ok, donc Thierry Auger, moi je suis le DSI corporate du groupe Lagardère et le directeur cybersécurité. Pourquoi je suis là? Parce que ce groupe en fait est une organisation très distribuée. Il y a 400 sociétés en fait qui contribuent au chiffre d'affaires et qui sont un petit peu partout en fait dans le monde, regroupés dans 4 business units et 50 systèmes d'information dont il faut s'occuper, prenant en compte en fait les réglementations locales à considérer. Raina, avant que tu t'introduises, juste une petite réflexion. On est heureux d'accueillir tout le monde ici et cette conférence est gratuite. Pour ceux qui veulent publier, on est en règle Chatham House. On vous demande, s'il vous plaît, d'avoir la courtoisie, si vous voulez citer dans vos blogs, articles, Facebook, tout ce que vous voulez, d'avoir au moins la courtoisie de demander à nos speakers s'ils sont OK pour qu'on les cite. Donc c'est Chatham House avancé pour ceux qui sont journalistes et enregistrés. Vous voyez avec Véronique Loquet, il n'y a pas de souci, mais la courtoisie élémentaire fait qu'on ne cite pas quelqu'un sans le prévenir. C'est la garantie qu'on ait de très bons témoignages. Raina, dis-nous qui tu es. Qui suis-je? J'étais... En 1 minute, hein. Ouais, en 1 minute. Je faisais des audits d'IoT que certains qualifieraient d'olé olé, donc sextoy connecté. J'ai été adjoint RSSI et DPO, puis je suis passée sur le volet affaires publiques de la cyber. Et depuis 2 ans, pratiquement jour pour jour, j'ai mon activité toujours en cybersécurité, gouvernance, stratégie et affaires publiques européennes notamment. C'est bon, 1 minute? Oui. Marie-Céla qui est l'invitée surprise. On s'est croisés dans le couloir, je t'ai invité il y a 10 minutes. Merci d'avoir accepté de venir. Maintenant, voilà. Qui ne connaît pas Marie-Céla? Beaucoup de personnes. Ah bon, Emmanuel, s'il te plaît. Une minute. Alors, moi, je suis Marie-Céla Pellegrin-Baumel. Je suis la responsable nationale de la sécurité des systèmes d'information de l'établissement français du sang. Et qu'est-ce que je fais là? Donc, on m'a invité, je suis passée, on m'a pris, je suis arrivée. J'espère que je pourrai donner réponse à vos questions parce que c'est une vraie question qui se pose par rapport au secteur public. Mais j'ai une vie ancienne de quelques années en sécurité et système d'information. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, j'étais dans le privé, dans le consulting chez XP Conseil. Ensuite, j'étais chez Bouygues Télécompétences en responsable de sécurité, la première RSSI en France. Bon, il y a de la chance. Hein. Et ensuite, j'étais chez Capgemini, l'ANSI et maintenant l'établissement français du sang. Voilà mon parcours, mon petit parcours en sécurité. Merci. Donc, pour introduire ce débat, je voudrais vous présenter une cartographie. On va parler plus de réglementation que de géopolitique aujourd'hui. Il y a un conflit malheureux à moins de 3000 km d'ici. La situation est incroyable. On va difficilement pouvoir la commenter. Ceci vient d'un blog d'un Kaisener, qui est un assistant parlementaire de la Commission européenne, qui s'amuse à suivre en temps réel l'ensemble des réglementations qui s'appliquent au monde digital. En bleu, tout ce qui vous est déjà tombé dessus par secteur. Donc, dans l'innovation, dans la connectivité, dans le data privacy, dans l'IPR, dans l'intellectual property, dans la cyber, on a déjà donc 1, 2, 3 régulations qui sont déjà prêtes. En bleu clair, en bleu moyen, les réglementations qui sont dans leur parcours politique de finalisation parlementaire, qui vont sortir. Et en bleu très très clair, l'ensemble des futures réglementations en projet. Ce tableau évoluant à la vitesse du travail parlementaire du mécanisme européen. Donc vous voyez que le champ est déjà bien plein. Vous reconnaissez en haut des réglementations. C'est écrit tout petit pour que ça donne l'effet de confusion, mais vous pouvez zoomer dans l'image quand vous donnera si vous voulez. On va retrouver des GDPR dans le privacy, on va retrouver le NIS 1 quelque part, le NIS 2, on va retrouver l'Information Security, le Cyber Security Regulation, le Resilience Act dont vous avez entendu parler, le Cyber Solidarity Act. Quelque part, on doit avoir le DORA, mais je ne sais plus où il est passé.
On en reparlera tout à l'heure. Disons qu'on ne va pas s'ennuyer en termes de réglementation. Alors, ne prenez pas la photo. Vous le trouvez on vous donnera l'adresse. C'est kaizener.eu et c'est Bruegel. C'est un contenu tout à fait officiel et tout à fait disponible. Je ne sais pas si l'officiel, mais en tout cas, il est disponible. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire peur aux enfants, pour les envoyer se coucher. Vous pouvez faire ça aussi pour utiliser, effectivement, pour donner au moins un aperçu des réglementations européennes. Vous verrez qu'on en parlera. Il n'y a pas que des réglementations européennes qui s'appliquent, mais au moins les réglementations européennes qui sont déjà actives, auxquelles vous êtes certainement forcément conformes, ça pose aucun doute, et d'autres réglementations. On lit tous la même presse, on sait ce qui se passe avec la SEC américaine, on sait ce qui se passe avec certains régulateurs dans certains pays, ça vient dans tous les sens. Pour parler de tout ça aujourd'hui, on va un petit peu diviser les choses en trois, voir avec chacun des trois invités quelles sont les urgences réglementaires, géopolitiques qui s'imposent à eux. Vous verrez que c'est très variable en fonction des métiers. La deuxième partie, ce sera de voir quels sont les impacts business. C'est très important. La plupart des gens autour de nous ici, sur la table ronde, ont une affirmation business. Parler après une question fondamentale, c'est ce que c'est bien le job des ciseaux, ça, de faire de la conformité. Parfois, quand j'ai lu l'étude du fameux Cézanne, la dernière étude du Cézanne, il n'y a pas une seule question sur la réglementation. Ça ne veut pas rien dire, ce sujet-là. Ça veut dire que... non, mais c'est pas une critique, Alain. Parfois, on ne pose même plus la question aux ciseaux de la réglementation, et Marie-Céline a un super discours. Et puis, alors, surtout, interaction avec la salle. Si vous pouvez garder des questions pour la fin, on voudrait découvrir des pépites. Donc, soyez joyeux, soyez vifs, on vous attend à la fin. Par ordre d'arrivée, Thierry, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui s'impose à toi en termes de réglementation, ce que tu as à l'agenda, on va tout de suite reconnaître les noms assez communs, qui viennent directement sur ton agenda dans les 6 prochains mois en termes réglementaires? Alors, comme je vous le disais, en fait, et du fait de notre implémentation internationale, on a des textes qui sont applicables en fait un petit peu partout. Les derniers qui sont arrivés et pour lesquels il faut absolument en fait qu'on assure un alignement des systèmes d'information locaux viennent beaucoup d'Asie. C'est-à-dire que le modèle qu'on a vécu il y a 10 ou 15 ans, donc le modèle chinois, pour lequel on s'est adapté pendant ces années-là en se disant... Nous, on avait des filiales à Hong Kong, on avait des filiales à Singapour. Donc, en fait, on passait par des intercos China Telecom pour ressortir vers les réseaux internationaux. Et on se souciait peu, en fait, de ces réglementations qui étaient applicables. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a reçu, en fait, des courriers. C'était plutôt les autorités locales donc, qui nous ont demandé, en fait, de se mettre en conformité. Et donc, ils nous ont conduits à restructurer complètement en fait, les capacités systèmes d'information qui étaient déployés. Donc ça veut dire quoi d'une manière très factuelle? C'est vous aviez un tenant Office 365 qui était partagé, vous mettiez à disposition en fait, des boîtes pour ce pays-là. Il a fallu segmenter, il a fallu aller chercher en fait, un hébergeur Vianney 21 de tête là, en Chine qui lui est certifié et de réinstaller en fait, l'ensemble des systèmes. Quand on fait ça, on se rend compte d'une chose, c'est que globalement, les solutions qu'on peut avoir en termes de systèmes d'information aujourd'hui, elles ne sont pas adaptées à cette segmentation que la planète est en train de nous préparer et qui conduit et qui va conduire en fait à certainement implémenter en fait des solutions qui pourront répondre aux critères qu'on aura à intégrer, mais qui aujourd'hui en fait sont pas liées à des versions de ces logiciels-là. Récemment, et pour répondre à ta question, Eric, c'est Corée du Sud, Japon, Singapour, donc ces pays-là qui nous émettent des textes qui sont assez proches en fait et qui sont liés à l'export de données, donc à partir du territoire, la protection donc patrimoine, données sensibles en fait type données à caractère personnel, pour lesquelles de la même manière en fait il va falloir s'assurer qu'on est bien aligné. Voilà. Raina, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a à l'agenda? Je sais ce que tu vas répondre, mais on t'écoute. De mon côté, il y a les 2 sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y a vous, enfin nous, les gens qui pratiquons la protection de l'information au quotidien, et il y a les gens qui font les règles et qui sont d'excellents créateurs en fait, de politiques publiques, d'excellents juristes, des Européens convaincus pour la plupart, mais qui en fait ont zéro compréhension de ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens. Et c'est cette espèce de clash qu'on retrouve
Et on a aussi retrouvé, avec la période Covid, un ralentissement, une espèce de U, où en fait on a passé, à raison, énormément de temps à gérer les urgences pandémiques et tout ce qui s'en est suivi, les différentes aides, etc. Et donc, le programme qui avait été posé au début de la mandature actuelle, donc en 2019, s'est retrouvé, il a pris 2 ans et quelques dans la vue. Bon, les élections étant dans 9 mois, presque comme un bébé, et que tout le monde est parti en mode « je veux être réélu », que ce soit commissaire, que ce soit eurodéputé. Ayant pris ces 2 ans et demi dans la vue, on se retrouve avec énormément de textes qui arrivent en mode boule de neige, qui en entraînent d'autres dans leur sillon, et en fait, on se retrouve avec des gens qui ont vu cette slide-là que tu as présentée, qui ont fait « c'est où ça ? Déjà, c'est chez nous, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ces trucs-là », qui n'ont absolument pas compris qu'il y a aussi un message politique très fort, parce que l'assistant parlementaire d'un eurodéputé en vue qui a des positions particulières, qui sort ce genre de travail, ce n'est jamais anodin dans le jeu politique européen. Donc voilà, on a ces questions-là, et on a les questions de gens dans le quotidien qui sont « mais moi, je fais quoi ? Pourquoi je dois faire ça ? Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas ? Et puis surtout, comment est-ce que je peux prévoir le futur ?» Parce qu'on se retrouve souvent à ce que les entreprises, en tout cas les organisations, soient tenues responsables a posteriori d'incidents que personne ne pouvait prévoir. Et la loi étant faite de façon suffisamment vague, parce qu'elle ne régule pas une technologie, elle régule des interactions, on se retrouve avec des situations extrêmement crispantes, extrêmement complexes à gérer a posteriori. Mais Raina, pour être très concret, aujourd'hui, dans les textes, dans l'escalator, on entend parler de Nice V2, à la fois ceux qui montent et ceux qui descendent, je crois que tout le monde en parle ici, des 10 000 à 15 000 entreprises françaises qui seraient impactées par Nice 2, octobre 2024. Les lois de transposition ne sont pas en place, même s'il y a un dialogue de l'ANSSI qui est en cours. Les axes de la Commission ne sont pas en place. Parmi les urgences, nommément Nice 2, Dora peut-être Nice 2, oui, c'est sûr, parce que le périmètre a été énormément élargi. Nice 1, c'était au compte-gouttes. On était dans les centaines. Aujourd'hui, sur le territoire européen, on est sur plus de 160 000 organisations de tailles très différentes qui sont concernées. Donc, Nice 2, avec les décrets d'application qui, à un moment donné, par magie ou autre... Enfin, Monaco, ce sera fait. Il nous l'a promis ce matin, le Premier ministre. Bienveillance, tout ça. C'était Premier ministre, je ne sais plus qui c'était précisément. Apparemment, il a l'agenda parlementaire à main. Lui, il passe, il sera prêt. On verra. On a un truc qui devait commencer à s'appliquer au 1er octobre et qui s'appelle le cyberscore. On attend toujours le décret d'application. Donc, mystère et boule de gomme. On a Dora qui, contrairement à Nice 2, est un règlement, donc il est d'application directe. Donc on n'attend pas de décret d'application. On a le Cyber Resilience Act qui va arriver, qui est sur la fin du trilogue, donc de la discussion, sur lesquels il y a des sujets extrêmement complexes, qu'il s'agisse d'open source, qu'il s'agisse de la manière de gérer les vulnérabilités, parce que j'ai co-signé une lettre il y a quelques jours avec tout un tas de gens très célèbres pour dire « ce serait quand même bien que les agences gouvernementales européennes n'exigent pas la collecte de vulnérabilités non patchées et ou non patchables dans les 24 heures de leur découverte ». Parce qu'il y a des gens qui font ça, ça s'appelle la Chine, ça s'appelle la Russie. Et ce ne sont pas non plus des grands exemples de démocratie, quoi. Donc il y a aussi plein de rapports de pouvoir. Ces fameux chapitres 11 de CRA qui donnent... L'article 11, ouais. Donc voilà, il y a ça. Après, il va y avoir un sujet autre qui va se poser, dont l'avancée pour l'instant est assez timide, qui est le Cyber Solidarity Act. Parce que quand on va se retrouver avec 6 SOC européens, avec 0 cadre légal de partage d'informations, donc d'informations classifiées, j'entends, et qu'il y a encore dans les administrations de certains pays européens des gens qui s'impriment sur papier des IEC, littéralement, et qu'il faut que quelqu'un pose un tampon mouillé, vous savez, les tampons à l'ancienne, pour dire c'est déclassifié. On en est là. Hein. Donc, quand dans quelques mois, on aura les 6 SOC européens, je
pense qu'on va tous et toutes voir flou. Donc ça, s'il y a une urgence, et là, je finis là-dessus et je te rends la parole, s'il y a une urgence, c'est qu'on s'implique tous et toutes là-dessus. Donc, Nice 2, Cyberscore. Et sur les sujets qui sont aussi en train d'arriver. Dora, d'accord. Dora est arrivé. Cyber Resilience Act, Cyber Solidarity Act. Il y a encore des palanquets de choses qui sont plus délicates à discuter là en 3 minutes, mais qui sont également très importantes parce que extrêmement horizontales, c'est-à-dire transverses, pas fixées sur un secteur en particulier. Marie-Céla, ton agenda chargé? Mon agenda, il est chargé depuis longtemps, parce que j'ai beaucoup de réglementations qui existent. Vous avez les données de santé des donneurs en France, donc c'est la protection, c'est tout le temps, c'est pas nouveau. J'ai les RGS, déjà, j'ai la PSSI de l'État, la PSSI générale, la sécurité des systèmes d'information de la santé, j'ai quoi d'autre? La IGI 1300, la nouvelle, hein, je l'ai. J'ai quoi d'autre? J'ai les règles d'hygiène de l'ANSSI. J'ai quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire? Nice 2. Non, LPM et Nice 1, par la même occasion, plus Nice V2 qui va arriver, plus de Cyberscore qui se rajoute et les autres à venir. Mais c'est quand même un travail énorme et dans un secteur d'activité qui est public, dans lequel la sensibilisation n'y est toujours pas, même si c'est des données de santé. Parce que c'est toujours au quotidien, vous savez, hein, la sensibilisation à la sécurité de cette information, c'est on continue pour ne pas baisser en fait, oublier, pour que les gens n'oublient pas que ça, il faut que ce soit un réflexe. Donc le travail, c'est énorme. Et celui-là, particulièrement la sensibilisation. Le retour, on ne pourra pas être exhaustif sur les réglementations qui arrivent. On ne peut pas dire vous tombe dessus, elles sont à chercher. Pour passer au thème suivant, l'impact, on a vu hier dans un autre atelier l'étude d'impact de la Commission européenne qui est assez claire. Sur Nice 2, l'impact des gens non régulés, c'est plus 22% des budgets de cyberdéfense. Et pour ceux qui viennent de Nice 1, c'est plus 12%. Donc si on fait un calcul rapide à la fourchette et en fin de repas, marché français, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires de cyberdéfense, 22%, ça représente 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires à dépenser. Préparez-vous, c'est sur vous que ça tombe. Justement, alors c'est une étude d'impact. Vous savez ce que c'est qu'une étude d'impact? C'est purement théorique. Voilà, d'autant qu'on ne sait pas précisément où va tomber Nice 2, même si on a un petit doute sur authentification forte, un certain nombre de choses, protection des bases de données, donc on a une petite idée. Mais c'est un impact important sur les dépenses des entreprises qui sont de 10 à 15 000 en France à être impactées. Alors on connaît les secteurs. Je vous renverrai vers le webinaire de l'ANSSI qui est extrêmement bien fait, qui est très documenté, avec des dessins en couleur. Même les idiots comme moi ont tout compris. Donc si vous ne savez pas si vous êtes régulé ou pas, vous allez sur le site de l'ANSSI. Le webinaire est en forme PDF, c'est entièrement gratuit. C'est l'ANSSI et c'est très bien fait. Business Impact. C'est quoi la situation finalement du business quand on a ces réglementations? Thierry, on en parlait un peu l'autre jour. Est-ce que ça peut bousculer, modifier est-ce que ça peut avoir un impact sur ton business? Forcément, en fait, ça a un impact sur le business. La grosse difficulté, c'est globalement en fait d'arriver à planifier ça justement avec le business, en se disant l'effort il est conséquent. Enfin, faut pas se cacher. Et on l'a bien vu. Enfin, il suffit de prendre un texte qu'on maîtrise quand même aujourd'hui, qui est de la partie GDPR. GDPR, on a eu des premières annonces en 2016, on a eu un texte en 2018, et aujourd'hui, en fait, globalement, on n'est toujours pas en conformité. Enfin, quand je regarde les cas qui se produisent, quand on regarde la fiche de l'ANSSI le matin avec ce qui s'est passé la veille, on voit bien que ça continue à fuir, et ça fuit en fait en mode clair. Alors, pourquoi? C'est que l'entreprise n'est pas forcément elle seule responsable. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on a une difficulté aujourd'hui dans les outils IT à embarquer en fait ces capacités qui sont compliant en fait avec les textes qu'on a à suivre, avec une réponse en fait transparente pour l'utilisateur final. Et ça a traîné. Alors, cette difficulté-là. Ensuite, la difficulté côté business de dire il va falloir qu'on fasse des upgrades, et tout ça, en fait, ça a un coût.
il faut trouver en fait les personnes à mobiliser pour gérer ça, et on le sait bien, et c'était aussi discuté ce matin, c'est toujours cette problématique de mise à disposition en fait des ressources qualifiées. Ce que tu disais, Eric, concernant le fait qu'un organisme non régulé aujourd'hui qui va passer NIS 2, à mon avis, enfin, si je considère ce qu'on peut vivre nous en entreprise, c'est on double cette mise des 22 points. Pourquoi ? Parce que une société qui aujourd'hui en fait n'a pas de contrôle au sens d'une loi de programmation militaire, au sens déjà d'une Nice V1, mais en fait elle n'a pas la structure, elle n'a pas l'équipe, elle n'a pas l'organisation qui va lui permettre de répondre à ça, et donc elle va être bien moins efficace. Et même si on lui donne le budget en lui disant ok, bah, le challenge en fait c'est cette bascule en Nice V2, mais en fait ça va prendre un temps fou, parce qu'il va falloir en fait trouver les partenaires. Les 22%, les partenaires vont les prendre aussi. La difficulté, moi, j'ai tous les jours, j'envoyais encore un SMS tout à l'heure à un fournisseur en disant mais vous avez vu les profils que vous me proposez là pour une intervention sur un DSI. Enfin, on voit bien en fait qu'on a ce souci-là, et que ça, en fait, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Après, un point aussi, je pense, important, mais tu en reparleras peut-être après, c'est que de la même manière, en fait, les organismes de régulation vont avoir du mal. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec toute cette masse, en fait, à gérer. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a quelques années auxquelles on peut passer à travers les gouttes en se disant je vais y mettre de la bonne volonté, je vais commencer à avancer, mais ce ne sera pas fait demain matin, quoi. Rainer, on viendra à toi après oui. en posant la question de savoir si le régulateur a bien compris ses impacts. Marie-Céla, toi, il y a un impact business sur... Bien que tu subisses une avalanche réglementaire assez régulière. Oui, c'est sûr, mais il n'y a pas un impact business en tant que tel, parce que l'EFS n'est pas une société qui va avoir en fait un gain, un profit, vous voyez. C'est une OPA dans laquelle il y a le gouvernement qui donne de l'argent, et que le sang qui est vendu aux hôpitaux, l'argent elle est prise pour faire de la recherche et créer des médicaments. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche, contrairement à ce que vous pouvez croire. On a le sang de le produit sanguin labile avec des plaquettes et du sang, des CGR, ce qu'on appelle les CGR, mais on a aussi beaucoup de recherche et innovation sur la médecine cellulaire, la thérapie cellulaire. Donc, il n'y a pas d'impact sur le business, mais ça veut dire quoi? Parce que là, on parle de NIS V2 avec une augmentation de 22%, de 12%, en dépendant de ce que l'on a fait et des écarts qu'on a par rapport à la réglementation actuelle. Mais n'oubliez pas qu'on a une obligation. En fait, n'oubliez pas, vous ne le savez pas peut-être, mais dans les administrations françaises, on nous demande d'être dans le numérique. Donc, déjà, ça coûte cher. Il faut aller le maximum dans le cloud. Et on nous réclame, on fait très peu de choses dans le cloud et on est en plein dedans. Donc, on dépense beaucoup d'argent parce qu'il faut homologuer les systèmes. Donc, beaucoup d'argent parce qu'il y a du temps. Le temps, c'est de l'argent, avec les collaborateurs qui font les systèmes, et qu'il faut, heureusement, homologuer avant la mise en prod. Ça demande de l'argent et du temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que la gouvernance, que le comité exécutif décide d'arrêter des projets, d'aller dans le numérique. Soit pour... C'est le risque qu'il faut prendre. Est-ce que vous voulez... Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous voulez sensibiliser? Parce que c'est comme ça que je prends la problématique, je la prends comme ça. Quel est notre service? C'est donner des poches de sang pour les gens qui en ont besoin. Il faut savoir que pour une femme qui accouche, c'est 14 poches de sang qu'il faut avoir prêtes. Là, vous vous rendez compte, 14 pour une femme qui accouche. Donc la quantité est énorme. Et donc on s'est dit, si on arrête, si on a une attaque de sécurité dans notre système, vous êtes prêts à perdre combien de Français? Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on doit le mettre pas dans la porte en disant, voilà ce qu'on peut ne pas donner. On ne va pas satisfaire l'objectif qu'on nous a donné pour avoir ça. Donc la perte, c'est quoi? Pas des hommes ou des femmes, évidemment non, mais moins des projets, et donc moins dans la réglementation. C'est un risque à prendre. Merci, voilà. Marie-Céla. Rainer, est-ce que le régulateur que tu fréquentes est conscient de toutes ces difficultés qui s'amoncellent? On n'a pas parlé d'un impact business, c'est l'incapacité de certaines TPE de venir rejoindre ce schéma réglementaire. Et ce qui les exclut directement du business, si ce n'est pas déjà fait, c'est à faire.
Pas encore, mais c'était littéralement ce que j'allais dire. C'est ici, on a un secteur public, on a une grande entreprise, mais il ne faut pas oublier que le tissu économique européen, c'est surtout des PME. Et moi, j'ai surtout des PME parmi mes clients, et européennes et non européennes, parce que les non européens, ils y voient encore moins clair que nous, pour des raisons évidentes, mais qui ont en fait de très très gros problèmes parce que vous leur posez des questions auxquelles ils pigent mais que dalle, quoi. Enfin, c'est pas écrit dans leur langue du tout. Et donc on a aussi cette problématique là, c'est que on se retrouve en fait avec des obligations pour une très grosse majorité d'acteurs tels que les PME qui sont équivalentes à des gens qui ont une force de frappe managériale, structurelle, etc., qui n'est pas du tout la même. Et donc, on a aussi ce déséquilibre-là qui arrive et qui est extrêmement fort, qui fait craindre aux gens beaucoup de choses. Donc, une des choses qu'on essaie aussi d'expliquer aux co-législateurs, c'est que de votre côté, on comprend que vous souhaitiez l'exhaustivité, mais l'exhaustivité, vous ne l'aurez jamais. Jamais, jamais, jamais. Et on a déjà arrêté, donc là, des petits mots comme ça dans les textes qui auraient, par exemple, obligé d'un NIS 2, on l'a arrêté de justesse, c'est arrivé là par la petite porte dans le Cyber Resilience Act et ailleurs, on a arrêté de justesse l'obligation de remonter toutes les alertes de sécurité qui auraient pu devenir un incident. Toutes des alertes. Si vous voyez dans un texte des near misses, c'est ça en fait. C'est tous les trucs qui auraient pu être une claque dans la tronche, qui ne le sont pas devenus, qui est une saturation invraisemblable de tout le monde, des analystes jusqu'au... enfin, tout le monde. Donc on se retrouve en fait avec... C'est pour ça que je lisais mes notes, parce que j'ai trouvé une formulation tout à l'heure dans le train. On se retrouve avec des armes pour faire face à ça, mais pas avec une armée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on a plein d'outils qui sont ce qu'ils sont. Certains sont très élégants, je parle réglementaire. Certains sont très élégants, d'autres sont très maladroits, d'autres sont des espèces de patchwork, parce que la négociation, c'est comme ça que ça se passe. Le boulot, c'est d'avaler des couleuvres à longueur de journée, donc à la fin, personne n'est content. Tout le monde, par contre, bien mangé. Et donc, on se retrouve avec ces trucs-là qui existent côte à côte, qui se superposent, qui se juxtaposent, mais qui ne travaillent pas ensemble. Alors que quand je dis, donc ce sont des armes, mais on n'a pas une armée, parce qu'en fait, on n'arrive pas à se mettre en marche pour arriver à faire quelque chose de concert, aussi bien les fournisseurs d'un côté que des clients finaux, on va dire, de l'autre côté, et sans en fait que le législateur comprenne nécessairement qu'on est tous de toute façon l'utilisateur final de quelqu'un. Et ce truc-là, c'est difficile. C'est difficile parce que ce sont des sujets extrêmement complexes, parce que leur rôle n'est pas d'être expert en expertise. Leur rôle, c'est d'être expert en négociation, expert en traité, expert en plein d'autres contraintes que, franchement, on passe au-dessus de la tête. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est important de leur parler, parce que ça les éclaire sur en fait, ce qu'on a au quotidien. Parce que si on ne leur dit pas, il ne faut pas non plus après se dire « mais pourquoi ils n'ont pas deviné ?» C'est pas possible. Donc voilà, donc il y a ce truc-là qui est compliqué, qui est difficile. Et après, il faut aussi voir que l'autre difficulté, c'est le suivi d'application. Ça... Avant de revenir. Tu vois, on a sorti des trucs. Il y a Thierry Breton qui se prend le bec avec Elon Musk sur Twitter à cause de la désinformation. Mais si vous voulez, parce que le sujet, parce que le contexte, parce que plein de choses, mais on n'a pas cette attention-là et ce suivi-là d'application sur tous les textes. On devrait. Mais on ne peut pas nécessairement, parce que ces textes-là étant transverses, le suivi de leur application est confié à des institutions, à des administrations qui ont des cultures très différentes, qui ont des fonctionnements très différents entre l'ANSSI, la CNIL et l'autorité de la concurrence. Il y a juste le fait que ce sont des administrations qui ont comment, en gros, en termes de positionnement, en termes de culture, en termes de portée, en termes d'importance, etc. Et quand on met dans tout ça l'ARCOM, qui, je rappelle,
et la jonction du CSA et de Adopi, dont le succès tonitruant ne cesse de nous étonner à ce jour, et ben en fait, on se retrouve avec une culture institutionnelle et administrative qui est juste... j'ai même pas de mots pour la qualifier. Mais oui, Raina, Voilà. on se posera la question de l'influence politique dont est capable ou dont devrait être capable l'univers de la cyber. Et c'est un vrai sujet d'avenir pour les représentants des métiers, dont on pourrait faire une table ronde qui durerait toute la nuit. Thierry, pour revenir sur le business impact, tu voulais compléter. Oui. En fait, ce que je voulais faire, c'est juste vous donner un exemple très factuel. Et je vais prendre celui en fait, des États-Unis et de la réglementation liée typiquement aux données personnelles. Aux États-Unis, en fait, on n'a pas un texte qui est homogène et qui couvre l'ensemble du territoire. On a en fait des textes par État. Quand vous avez une grosse structure avec 6 ou 7 000 utilisateurs implantés en fait dans une ville, donc forcément c'est l'État en question qui doit être considéré, mais qui a des salariés en fait qui sont dans les 100 plus grosses villes américaines, eh bien vous devez ajuster votre système d'information pour être compliant en fait avec toutes ces réglementations-là. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une exfiltration de données et que vous n'avez pas fait ça ? Il va falloir prendre des cabinets en fait locaux dans chacun des États. Il va falloir regarder en fait dans ce qui a été exfiltré qui est impacté et pour quel type de données. Vous êtes tout de suite en fait sur des millions de dollars de prestations juste pour identifier ce que vous allez devoir faire, quoi. Et donc après vous avez tout le processus. Si on implémente ça en se disant ok, bah, il faut en fait se mettre en conformité puisque de toute façon quelque part on n'a pas le choix, bah, ça oblige en fait l'activité, le business à revoir en fait des tas de process pour faire en sorte qu'à chaque fois localement on soit en fait conforme à ce qui est applicable sur l'État en question, quoi. Donc c'est vraiment c'est très problématique et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas comme si en fait on avait la possibilité en configurant les outils de prendre ça par défaut. On est bien loin de tout ça et on a besoin donc des éditeurs pour faire évoluer en fait ces socles applicatifs. Dernière partie avant une interaction avec la salle. J'ai connu certains d'entre vous, on s'est connus à l'époque des antivirus qui n'existent plus, je crois, des firewalls logiciels dans les boîtiers 1U. On se retrouve aujourd'hui avec des considérations dont Thierry vient parler, Marie-Céla, qui sont à des années-lumière, mais parce que le métier de ciseau a progressé et le revenu moyen avec, en tout cas, je vous l'espère. Est-ce que, Marie-Céla, parce que je t'ai entendu hier sur une table ronde, c'est passionnant, est-ce que c'est bien le métier du ciseau d'aller affronter cette espèce d'inflation textuelle? Il y en a un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il en a la capacité? Est-ce qu'il en a la formation? Ou, comme tu l'as expliqué hier, est-ce qu'il y a des binômes qui fonctionnent plutôt bien pour aller au contact de ces obligations, finalement? Oui, il y a des choses. Et après, ça dépend de chacun d'entre vous, comment c'est dans le terrain, dans votre entité, les relations que vous avez avec les personnes, la manière dont vous évoluez et comment vous portez les messages. C'est hyper important. Donc, il faut connaître bien son environnement. Et moi, j'ai trouvé, quand je suis arrivée à l'OFS il y a moins de 3 ans, qu'il n'y avait pas de RGPD, il n'y avait pas de AIPD, ça n'existe pas. Et je me suis dit, ça c'est une manière de pouvoir redoubler la couverture, que je n'ai pas qu'une voix franco-mexicaine qui les embête en disant, vous devez sécuriser, hein. Et là je me suis dit, je vais mettre le juridique en face. Parce qu'il y avait un backlog à faire pour faire le AIPD, et dans lequel ça m'a permis de toucher les métiers, parce qu'on fait l'analyse des risques sur les données avec le métier. Donc, parce que je suis arrivée dans la période, vous voyez, c'est la stratégie. Je suis arrivée dans la période de Covid où personne ne m'a présenté, mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me présente. Je vais vers les gens, je me présente toute seule. Et donc, je frappe à la porte, je me présente, c'est bon. Mais après, il faut concrètement comment voir. Parce que se présenter face à une caméra, ce n'est pas la même chose que parler avec un individu. Vous voyez, on le sait maintenant que c'est mieux de parler avec les gens. Parce qu'on peut voir les réactions, voir si les personnes regardent leur téléphone au fond de la salle, en train de répondre à leur mail, là, comme les gens le font maintenant, là. Si vous êtes libre, hein, voilà. Vous êtes libre. On a mon copain qui est au milieu de la salle et qui a été avec moi dans l'avion, et là, il est là, et il me dit oui, parce que je suis en train de le voir, là. Mais vous voyez, donc ça, c'est hyper important, cette réactivité. Et donc, moi, j'ai trouvé que cette binôme avec la direction juridique, de main à la main, pour connaître déjà, parce que pour mettre en place la sécurité dans tous les projets,
Il faut pouvoir le faire et se retrousser les manches. Donc, un RSSI ne doit pas avoir peur de dire ce qu'il pense, mais il faut qu'il ait la capacité, comme je dis à tout le monde, quand je parle des poils de la mule, c'est parce que je les ai dans la main. D'accord? Vous voyez là? Donc, ça, vous pouvez l'utiliser. Hein. Elle mange toute seule à la cantine et ça ne va pas s'arranger. Donc, voilà. Et donc, ça, par rapport à ça, c'est hyper important. Cette binôme juridique RSSI, ça a fonctionné et ça a permis d'augmenter le niveau de sensibilisation. Mais moi, ce n'est pas une formule, c'est une question de feeling. Vous voyez, ça, vous avez le feeling, nous, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et si vous l'avez, il faut en profiter. Il faut le faire. Il faut trouver des moyens pour pouvoir s'aider. Voilà, c'est ça. Thierry, dans ta pratique, donc toi aussi, tu dois finir parfois tout seul à la cantine. C'est le lot de beaucoup de ciseaux. Oui, mais en fait, moi, ça fait 10 ans que... Les combinaisons, les binômes. Non, ça fait 10 ans que vraiment je fais cet effort de travailler, alors d'une manière élargie, hein, c'est bien sûr le juridique, mais c'est le contrôle interne, c'est la compliance, c'est DAF, finance assurance en fait, puisque vous avez besoin de structurer correctement en fait les programmes d'assurance, et c'est la direction en fait de l'audit. Pourquoi? Parce que eux passent sur le terrain et donc ils sont capables de voir des choses qui sont souvent que des déclarations qui ont été faites à travers en fait les outils de consolidation qu'on utilise en fait au sein de l'organisation. Un point important, c'est qu'on se focalise là sur les textes de réglementation, mais ce qu'on est obligé de faire, c'est d'être attentif au patrimoine, parce que c'est pas parce que vous êtes conforme en fait sur un texte que quelque part vous protégez pas votre patrimoine, et ça vraiment il faut être hyper attentif, surtout aujourd'hui avec les histoires de cloud, et on le voit bien, et en fait c'est vrai que c'est un peu la guerre, mais les textes vont être conformes, ils le sont par rapport à ce qui nous est demandé sur typiquement des données de santé, des données financières, des données personnelles. Ils ne le sont pas en fait pour protéger votre patrimoine. Donc là, il faut plonger dans la technique. Et ça demande aussi des analyses qui prennent du temps, quoi. Raina, sur la fonction CISO, le binôme juridique, voire autre? Juridique, oui. En tout cas, il faut que quelqu'un lise ce langage non humain pour le traduire, parce que c'est hostile. Hein. Je me prends la tête parfois et je pose plein de questions à plein de gens. À force, j'aime me faire mal, j'y arrive, mais c'est pas toujours super évident. Donc, si le juriste ou la DJ ou n'importe en fait est capable et intéressé, ça permet aussi de l'entraîner dans votre sillon, parce que généralement, en une juriste d'entreprise, ça fait pipi de contrat tous les jours, toutes les heures. Le poste d'un CISO, parce que le C quand même, c'est un niveau C-level, comme on dit en bon français, c'est-à-dire que c'est un niveau déjà plus exécutif. Donc entraîner quelqu'un comme ça avec soi, c'est aussi le valoriser. Et cette aide-là peut être très, très précieuse, mais généralement, ce dont les gens ont besoin, c'est aussi de se rendre compte que l'application de textes réglementaires, c'est une question de comment on fait société, d'une part. Parce que, notamment avec le RGPD, qui a fait très peur à plein de gens, à raison ou pas, en fait, on se retrouve avec des décisions de justice qui en fait, font société. On demandait à des juges d'arbitrer des orientations politiques. Et ce truc-là, c'est très pernicieux, parce qu'on s'est retrouvé avec aussi une deuxième façon de faire du réglementaire, qui est les CGU, en fait, hein, les conditions que personne ne lit, hein, le plus grand mensonge de notre vie. Oui, j'ai lu les conditions générales d'utilisation. Et ça... Cette partie-là, on l'oublie. On regarde toujours le réglementaire, l'Europe, machin. Mais en fait, on oublie qu'aux US, et c'est très bien que tu les rappelais tout à l'heure, c'est pas du tout le Far West. C'est encore pire, parce que c'est pas 27 États, ils sont 51. La Chine, c'est encore une paire de manches. La Russie, pareil. Et quand on arrive en Europe, on est aussi... De par l'oligopole des GAFAM et BATX et autres, on se retrouve aussi vassalisé par leur CGU,
qui, en fait, n'ont suivi aucune procédure législative, que personne n'a voté. Parfois, on ne peut même pas négocier les contrats. Et du coup, on se retrouve aussi... Il y a aussi une sorte d'hypocrisie, c'est un aparté, mais où on râle contre le réglementaire, mais en fait, on signe tous et toutes en bas des CG, quoi. Bon, ça, je le laisse pour le troll de l'après, pour la discussion, pardon. Mais on a ce sujet-là de devoir aussi pouvoir mettre en avant la nécessité de suivre les projets. Donc, un chef ou une chef de projet, je sais que ça paraît complètement bête dit comme ça, mais on a aussi besoin de quelqu'un qui va parler aux gens, qu'il s'agisse de développeurs, qu'il s'agisse de métiers, qu'il s'agisse de je ne sais quoi, pour leur parler et voir quelles sont leurs difficultés. Parce que les textes, ouais, on fera toujours du zèle, on payera toujours les très gros cabinets d'avocats là où il faut parce qu'on trouvera l'argent. Et maintenant, ce qui se passe avec le RGPD, il y a énormément de boîtes qui ont relégué ça à des cabinets d'avocats en mode « c'est bon, j'ai payé, donc il ne peut plus rien nous arriver de mal maintenant », jusqu'à ce que monsieur le juge ou la CNIL vienne toquer à la porte en disant « coucou, c'est nous, venez voir ». Et donc, et ce passage-là, il ne faut pas le faire parce qu'il est juste délétère. Donc, juridique, DAF, excellent conseil. Les DAF, dès qu'il s'agit des sous-sous, ils sont d'excellents conseils. Il et elle. Chef de projet, parce qu'il faut que quelqu'un suive où sont les petits. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens font ce qu'on s'est dit qu'on ferait? Et ça, c'est une difficulté majeure pour tout le monde. Juridique, attention, les juridiques vont toujours pêcher sur beaucoup de précautions. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée, parce que vaut mieux être bien chaussé que abandonner le projet au milieu, une fois que tout le monde est parti dans la même direction. Mais bon, ça, c'est des arbitrages qui se font au cas par cas, en fonction des organisations, etc. C'est dur de dire aux gens, ouais, allez au bout de votre démarche, toujours, quoi qu'il arrive. C'est un peu dur. Mais... Okay. Alors, vous avez été, c'est terrible, vous avez été affreusement discipliné. Il est l'heure de passer les questions à la salle, s'il y en a, mais moi, je vais commencer par prendre la première. Alain, il va m'en vouloir, hein, de ma question. Est-ce que les CISO et les RSSI ne sont-ils pas en train de crier au loup sans cesse? Ils ont absorbé GDPR. Les amendes de la CNIL sont peu nombreuses. Ça pique pas beaucoup, sauf ceux qui ont multirécidivistes. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de crier au loup? Et enfin quoi? C'était une question. Vous avez absorbé GDPR. Après tout, on pourrait vous dire, hein, un comité de direction pourrait vous dire, non seulement on a absorbé GDPR, mais en plus on continue de se faire attaquer et on continue de se faire piller. Donc, ouais, est-ce que finalement, il n'y a pas le hurlement avant l'obstacle, tel que mes enfants qui doivent passer le bac, qui trouvent ça insurmontable, sauf 10 minutes après? Le vôtre, pareil. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque part, on est en décalage avec ce qui devrait être fait pour être en parfaite conformité. Et donc, globalement, en fait, on a un vrai souci. Deux petites choses, là, pour moi, c'est vital. C'est le CISO, en fait, il faut qu'il monte au comité des risques. S'il n'est pas au comité des risques, en fait, il y a plein de choses qu'il ne voit pas passer, il ne peut pas réagir. Donc, il faut se battre, en fait, pour monter au comité des risques. Ça, c'est vital. Et puis, l'autre m'échappe, refaites votre charte. Refaites votre charte. On oublie toujours, les années passent et on est en décalage, mais fou, avec justement ce qu'on doit dire aux salariés aujourd'hui par rapport, en fait, à tout ce qu'on a là, quoi. Merci Thierry. Qui veut parler dans la boîte de Attends, si je peux rajouter juste une phrase, le temps que le micro arrive. Montez pas seulement, montez au niveau exécutif, parce que une fois que votre patron comprenne, c'est-à-dire au bout de 3 à 6 minutes généralement de discussion, parce qu'ils n'en veulent pas plus, il faut monter à leur niveau et leur expliquer pourquoi on a besoin de ça. Pas leur parler de l'EDR, de je sais pas quoi, machin. C'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est un danger. Et ça, si vous ne pouvez pas avoir les mots, un DAF les aura, ça c'est certain. Donc toujours comité risque ou DAF. Quelqu'un qui en fait arrive à parler au niveau où sont les, en fait, de celui qui signe les chèques. Mais sans pour autant brandir la menace pénale auprès du CXO. Comme vous le savez, depuis Loïc Lefranc-Prigent, il y a très peu de dirigeants en prison. Oui, mais tu ne peux pas gouverner par la peur en permanence. Il faut aussi que tu aies il y a des petits dirigeants, pas des grands. Une interaction en interne qui est construite. Bien sûr. Tu as, question de la salle. Alain Bouillet, président encore du César, vous voulez réagir? Délégué général, excuse-moi, j'ai raté.
réglementer l'État. Une question, et puis après. Oui. Si je devais résumer ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, on avait des textes donc incompréhensibles, ou difficilement compréhensibles en langage non humain, qui n'étaient pour l'instant pas totalement applicables par les entreprises parce qu'elles ne sont pas prêtes, et en plus pour lesquels on a des organismes de régulation qui ne seront pas disponibles pour les gérer. Donc, vous voyez, quand je dis... Mais, alors, après, il y a la dernière intervention, c'est-à-dire oui, mais de ce fait-là, faisons des opportunités, parce qu'on va choisir à l'intérieur ce qui peut opérationnellement nous aider. Moi, c'est le résumé de cette intervention. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Oui, autrement dit, on dépasse la réglementation. Non, mais il y a une autre chose aussi, c'est que là, on parle des risques et en fait, quand on parle de risques, je ne dis pas, ne faites pas peur, monsieur, dame, faites-vous dégager de votre responsabilité sur le risque. C'est ce que je demande. Je ne crie pas au loup, je dis, voilà le problème, vous pouvez décider, voilà ma recommandation, je suis favorable, je ne suis pas favorable, mais si vous venez dire le contraire de ce que je dis, vous me signez, vous m'écrivez que vous êtes d'accord et que vous prenez le risque. Et je dors tranquille. Voilà. Donc ça, c'est important. Délimiter la responsabilité. Il y a des gens qui me connaissent dans la salle qui savent que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et j'arrive. J'ai le courage de le dire devant les grands directeurs. J'ai le courage. Voilà. Ça, c'est important. Un petit mais commentaire il ne faut pas crier au loup. Un petit commentaire du délégué général du Césin, oui, qui n'était pas invité, mais enfin, prends la parole puisque tu étais là. Non, mais enfin, je suis dans le public, j'ai le droit, non ? Oui, tu as le droit. Vox Populi, Vox Dei, exactement. Vox Populi, Vox Dei. Non, alors, je voulais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure. Est-ce que finalement le RSSI, c'est bien raisonnable que ce soit lui qui s'occupe de la réglementation ? Et je t'aurais répondu, si j'étais sur l'estrade, il manquerait plus que ça. Parce que en fait, il y a quand même une légende urbaine qui circule, qui dit que réglementation et sécurité, c'est pas la même chose. On peut être compliante sans être sécure, c'est ce que Thierry a dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'effectivement, le RSSI, dans cette affaire, il est un peu régulateur. C'est-à-dire qu'il va, en effet, appliquer le moins bêtement, j'allais utiliser un gros mot, le moins bêtement possible la réglementation. Il ne va pas faire de la sécurité check the box, mais il va adapter justement la dose de sécurité qui n'est pas demandée par la réglementation en fonction de ses risques et en fonction de ses enjeux métiers. Donc je pense que s'il y a bien une personne qui est apte à s'occuper, alors RGPD, on ne va pas en reparler pendant 20 ans, Nice 2 par exemple, c'est quand même pour moi le RSSI. Alors après, il y a des tonnes de textes là-dedans qui ne vont pas avoir le même impact, je pense au CRA, qui ne vont pas avoir le même impact pour le RSSI moyen. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que ce soit lui qui s'en occupe. Merci Alain. Alors, vous avez tout un tas d'espace de networking pour poursuivre la discussion. On prend une dernière question parce qu'il y a d'autres ateliers après. Prends le micro, s'il te plaît. Et si ta question est terrible, ne te présente pas. Alors, je vais me présenter parce que j'espère qu'elle n'est pas terrible, mais elle est un peu provocatrice, tu vas voir. Emmanuel Landau d'Assosystème. Ça fait 1 an ou 2 qu'on parle ici tous ensemble de balkanisation de la sécurité, et notamment à cause de la réglementation. De ce que je vois là, on y est. Et du coup, est-ce que nos dirigeants, ils vont pas avoir un réflexe de se dire, finalement, je vais prendre un certain nombre de risques, et puis telle réglementation, je vais l'appliquer, telle réglementation, je vais passer dessus. Alors, moi, je vais juste répondre avec le petit exemple que j'ai pris sur les États-Unis. Au-delà du régulateur, de l'amende qu'on pourrait prendre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les utilisateurs finaux impactés qui, eux, vont monter des class actions, vont déposer des plaintes. Et ça coûte, mais encore plus cher. Donc, de ce fait, le dirigeant, il ne peut pas se dire, en fait, je laisse ce truc au bord de la route, et puis on absorbe le risque, quoi. Donc, on voit bien que, en fait, les dimensions, elles sont multiples, quoi. Donc oui, il faut faire le boulot, mais c'est compliqué parce que vous avez vu, c'est complexe. Et donc il faut juste prendre les bonnes priorités en fonction des risques qu'on peut avoir entité par entité et de se dire voilà ce qu'on leur demande pour les 3 ans qui viennent, quoi. Si je peux rajouter un mot. 1 minute, pas plus. Ouais, tu as un vrai sujet là-dessus. Ce n'est pas de la fragmentation. C'est en fait, on essaye de construire un marché unique. Et pour construire un marché unique, parce que la base légale de la plupart de ces textes-là, si ce n'est tous, c'est marché unique.
C'est-à-dire comment moi, je peux vendre mon EDR, pas qu'en France, si je suis une boîte française, mais aussi en République tchèque, ce que tu veux. Et donc, le marché unique, tu le fais pas d'une manière en claquant des doigts. Et les US, c'est un exemple de ça, parce que même si c'est le même pays, l'absence justement de règlement au niveau de régulateur, au niveau fédéral, fait que c'est un boxon sans nom. Et donc ça, par contre, c'est une tentative de délimiter, de négocier qu'est-ce qui est transverse, comme le numérique, et qu'est-ce qui est sectoriel ou plus ou moins en fait métier, si on veut. Parce que quand tu prends un sujet dont on n'a pas du tout parlé, dont on parle très peu en cyber, qui est le sujet identité numérique, là, j'ai horreur de ce sujet parce que tu as vraiment deux cultures différentes. Tu as une culture qui vient de tout ce qui est identité. Comment est-ce que je prouve qui est qui? C'est une question super compliquée. Et avec l'entrée du numérique dans les questions d'identité, tu as aussi des questions de cyber. Comment je protège les informations qui disent que je suis qui je suis? Et cet enfer-là, tu vas le retrouver dans eIDAS, qui est un règlement. Et dedans, c'est vraiment une tentative désespérée de concilier deux cultures différentes, deux mondes différents, qui sont le monde de l'identité et le monde de la cyber. Et comment on fait ça? Je n'ai pas encore complètement la réponse, mais on le fait en essayant. Je suis d'accord que ce n'est pas super évident là comme ça, et qu'il faut faire mieux, mais ce n'est pas une fragmentation, même si ça y ressemble. On doit s'arrêter là. Merci à Thierry, merci Reina, et merci Maricela de nous avoir rejoints. Merci aux questions dans la salle. Je crois qu'il y a un autre keynote à 18h en salle plénière que je vous invite à aller voir. Merci beaucoup Maricela.